La dernière fois, c'était The Apartment, la garçonnière de Billy Wilder. Et pour ceux qui s'en souviennent, c'était déjà à New York. New York qui jouait un rôle important. Et ici, évidemment, avec Woody Allen, il est autant question d'amour pour la ville que d'amour pour la femme. Mais ce Annie Hall porte quand même le nom d'une femme. Et il va falloir se demander si Woody Allen ne parle pas toujours de lui et s'il parle aussi d'amour. C'est à discuter s'il parle d'autre chose que de lui-même. En tout cas, c'est l'un des films de Woody Allen que je trouve les plus brillants, Annie Hall, et c'est aussi un tournant dans c'est pas le mot carrière, dans son œuvre de cinéma, puisque vous allez voir que même si c'est encore très marqué par son passé de comique, de stand-up comedian, il en fait vraiment quelque chose de manière, c'est-à-dire que c'est intégré de manière organique à son récit. Et c'est quelqu'un, Woody Allen, qui, contrairement à ce qu'on croit, s'intéresse aussi bien à la façon dont on raconte l'histoire qu'au dialogue, même si c'est vrai que les dialogues et le texte est très abondant. Et en particulier, me semble-t-il, dans ce film de 77, il s'intéresse également beaucoup à la forme, au sens où il y a des inventions de mise en scène et surtout de comment on raconte quelque chose au présent, au passé. Alors la différence avec tous les films classiques qu'on a vus qui constituaient quand même l'essentiel de ce programme, de ce ciné-club de cette année, c'est évidemment que on n'est plus dans un schéma de remariage et que donc on a presque d'emblée, le film est presque un long flashback et que c'est raconter une histoire d'amour après coup, c'est toujours aussi raconter du coup une rupture. Donc vous voyez que là on rentre dans une ère un petit peu différente. On n'est plus du tout dans le classicisme auquel se rattachait encore Billy Wilder avec The Apartment, dans la narration en tout cas, et dans l'image. Mais vous allez voir qu'il y a, je le souligne avant, une certaine invention visuelle qu'on oublie quand on pense à Woody Allen et qu'on retrouve quand on a suivi ses films beaucoup plus tard, à partir des années 90, et qu'il pioche beaucoup dans le fantastique. Et là, on se dit, ah mais oui, en fait, c'était pas seulement des histoires de New-Yorkais qui se parlaient. Mais en fait, c'était là depuis le début. Et voilà, il est aussi avec Diane Keaton, qui a déjà tourné dans plusieurs films avec lui au moment de Annie Hall, qui retournera encore. L'inspiration autobiographique, bon, elle est un peu évidente. On en reparlera sur ce que c'est que ce statut du je qui parle. Mais dans ce film, je pointe juste la présence d'autres personnalités qui passent un peu vite, que ce soit Sigourney Weaver, qu'on aperçoit, que ce soit Christopher Walken, que ce soit Jeff Goldblum, ou même Paul Simon, le Simon de Simon and Garfunkel. Donc voilà, c'est aussi l'un des plaisirs dans ce film qui est aussi une ode à la ville. Et j'espère que vous apprécierez de le voir ou de le revoir et que vous resterez un petit peu après parce que j'ai un ou deux autres extraits de films à vous passer et j'aimerais bien aussi, bien sûr, échanger avec vous. Bon film, à tout à l'heure. Avant que ça devienne Annie Hall, c'était anhedonia, c'est-à-dire c'est un terme psychiatrique pour dire l'incapacité au bonheur, l'incapacité à apprécier la vie, hein, comme elle le lui dit, comme Annie le dit à Alvy, et puis comme on le réentend une deuxième fois quand il remet en scène dans sa première pièce, leur conversation. Donc, vous voyez qu'on est évidemment de reprendre après le film en vous rappelant ce titre, c'est peut-être un petit peu rabat-joie comme. Mais c'est vrai qu'on ouvre le film sur ce qui ressemble beaucoup à un comique, à ce qu'on verrait dans un café-théâtre, puisqu'il y a ce face caméra que reprend Woody Allen de manière assez osée, je dirais, parce que ça passe ou non la rampe, ce début. Il y a quelque chose de très artificiel quand même dans ces apartés. Et en même temps, je trouve que le film réussit à ensuite intégrer cet aspect-là, comme je le disais, par toutes sortes de trouvailles, alors qui ne sont pas toujours des premières fois pour lui, mais qui en tout cas sont assez variées,
Alors il a l'aide quand même de son directeur de la photo, Gordon Willis, qui n'est pas n'importe qui dans le travail de l'image, même si c'est pas du tout l'intérêt de Woody Allen de faire quelque chose de flamboyant. Mais Gordon Willis, par exemple, c'est le directeur de la photo du Parrain de Coppola. Et je parle aussi du Parrain parce que Diane Keaton joue évidemment aussi dans Le Parrain, un petit peu avant ce film-ci. Et puis elle joue dans Le Parrain 2 aussi. Et qu'il est question du Parrain au début. Vous vous souvenez, quand il y a les deux fans un petit peu mal dégrossis qui le rencontrent près du cinéma et qu'il dit « mais j'ai tout le casting du Parrain qui est là menacé pendant que je t'attends ». Évidemment, tout ça, c'est des allusions. C'est vrai que le film, à le revoir, est aussi un tissu de référence, on pourrait dire. Et c'est ça qui, soit qu'on trouve on trouve qu'il porte quelque chose de la culture américaine et new-yorkaise en particulier, mais même américaine plus largement, et on trouve que c'est une richesse du film, soit on trouve que c'est ce qu'on appelle du name dropping, et donc c'est-à-dire qu'il n'y a que ces noms, énormément de ces références qui peuvent soit nous échapper, soit nous paraître caduques. Donc c'est pour ça que je parlais un petit peu des quelques acteurs qu'on aperçoit, ou même de Paul Simon qui joue un rôle quand même assez important, puisque c'est lui qui attire Annie finalement de l'autre côté, du mauvais côté, j'allais dire du côté infernal de l'Amérique. Mais le film a énormément de ces références culturelles. Alors il y a deux choses, il y a les références culturelles. Par exemple, la façon dont il rencontre sa première femme, et c'est un rallye politique, et elle a un badge Adlai, c'est Adlai Stevenson qui a perdu 2 fois contre Eisenhower à la présidence, ce qui fait que ce côté oignon avec plusieurs pots comme ça du récit, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs flashbacks avec plusieurs femmes qu'il a rencontrées, sa première femme, sa deuxième femme, et puis Annie, et puis on revient, et puis bien sûr aussi la couche plus ancienne de l'enfance. Tout ça s'inscrit quand même dans quelque chose, dans une société qui a, y compris, une histoire politique. Il n'y a pas que une histoire culturelle et cinématographique. On pourrait dire que l'une des inspirations du film, qui serait Scène de la vie conjugale d'Ingmar Bergman. Vous vous souvenez qu'au début, ils vont voir Face à face dans le cinéma de Bergman. Vous avez peut-être vu l'affiche. Mais en tout cas, le Scène de la vie conjugale d'Ingmar Bergman est sorti en 1974 et c'est évidemment un très très grand film, mais c'est un grand film pour Woody Allen en particulier. Il y a des moments dans le film qui y font penser, sauf que Scène de la vie conjugale est très très peu marqué du point de vue de son époque. Il y a très très peu d'allusions à la politique suédoise ou à la culture. Donc il y a quelque chose de très, très pur dans ce film-là. Celui-ci charrie vraiment pas seulement l'intimité d'un homme, ce qui me paraît quand même la particularité par rapport au film qu'on a montré ici, à savoir où c'était des récits vraiment. Et là, il y a quelque chose qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intime dans la façon dont l'ego même abîmé, se met devant nous avec ce premier plan face caméra assez crûment. Et puis ensuite, tout ce qui est dit de la sexualité, etc., dans ce que ça a de plus ou moins glorieux ou pas du tout glorieux. Et en même temps, il y a quand même tout un arrière-plan culturel dont je trouve qu'on l'oublie un peu trop souvent quand on se remémore les films de Woody Allen. Donc moi, j'apprécie plutôt toutes ces allusions-là, dont certaines sont caduques ou dont certaines ne nous disent plus rien, dont ces références culturelles, quand ils font la queue au cinéma et qu'il y a l'histoire de Marshall McLuhan, le théoricien, qui est mort d'ailleurs 3-4 ans plus tard, et qui l'a effectivement, c'est lui-même qui joue son rôle et qui dit « mais vous connaissez rien à ce que je fais ». Est-ce que ça résonne encore? Est-ce que ça tombe dans une sorte d'oubli? Voilà. Il voulait Fellini, parce que vous vous souvenez que dans la queue du cinéma, le type parle d'abord de Fellini. Et en fait, il a demandé Woody Allen à Fellini de venir pour réfuter le bavard. Et bon, Fellini, en fait, il détestait prendre l'avion, etc. Donc il n'est pas venu. Donc il y a toutes ces petites présences du monde contemporain
qui en font un film. Alors on compare toujours Annie Hall à Manhattan. Est-ce que vous avez vu Manhattan? Est-ce que vous l'avez vu sur grand écran? Parce que vous allez le voir. Parce qu'il faut vraiment le voir sur grand écran, Manhattan. Et souvent, c'est vrai que donc Manhattan, qui est fait 2 ans plus tard, ça fonctionne réellement comme une sorte de diptyque, mais on pourrait dire qu'ensuite, il y a ça, triptyque, etc. Mais en tout cas, par rapport à Annie Hall, il y a quelque chose d'épuré dans Manhattan, qui est aussi des histoires d'amour, voilà, autour de lui. Alors, il s'appelle Isaac, il s'appelle Ike, mais peu importe, également de Diane Keaton en partie. Mais évidemment, le film est en noir et blanc, et j'allais dire sur un mode majeur. Et je me dis que, et c'est pour ça que je disais que Annie Hall était un tournant pour Woody Allen, parce qu'il se pose comme auteur new-yorkais. Il a des Oscars pour ce film. Et puis ensuite, j'allais dire, il croit à ça. C'est-à-dire qu'il croit à cette image de lui-même, et il fait vraiment un film de grand auteur. Et il fait le prologue de Manhattan, que vous avez entendu dans la bande-annonce qu'on a vue avant, de Manhattan, et qui est ce début sur Rhapsody in Blue de Gershwin, avec toutes les vues de New York, magnifiquement photographiées en noir et blanc, et avec un montage qui est exactement, alors là on le voit un peu moins dans la bande-annonce, mais qui est en fait exactement calé sur la musique. Donc il y a quelque chose de complètement symphonique dans ce début, mais c'est aussi filmer New York comme ça, en mettant une voix off d'un auteur, puisque là, il est écrivain dans Manhattan, et il essaye de dire son amour pour New York au début de Manhattan. Et là, il se pose vraiment comme grand cinéaste. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment l'impression avec Manhattan qu'il vampirise, si vous voulez, la grandeur de la ville qu'il célèbre, pour en prendre un petit peu pour lui en tant que cinéaste. Annie Hall, c'est plus intime, mais aussi peut-être, du coup, voilà, j'aimerais avoir vos réactions, parce que on n'est pas dans quelque chose d'aussi spectaculaire, disons, que Manhattan. Donc, est-ce que on a peu éclaté de rire ce soir, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est raté. Je ne sais pas si vous avez... Est-ce que vous l'aviez vu, le film? Pour la plupart, oui ou non? Ouais, moitié-moitié, je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, il a 40 ans. Il a exactement 40 ans. Puisqu'il est sorti, oui, c'est ça, il est sorti le 20 avril 77. Donc, il dit que lui-même a 40 ans. Woody Allen a eu 40 ans en 75. Voilà, il a le double. Je sais pas. Je me disais que j'allais vous demander comment ça passe pour vous, ce type d'écriture. Je pense que c'est avant tout ça, une écriture de soi, une sorte d'autofiction qu'il a inaugurée. Je trouve que ça évoque un peu Harry et Sally quand même. Ah, quand Harry rencontre Sally, oui, de Rob Reiner. Ah ben c'est Woody Allen qui était là. Oui, vous avez raison, c'est-à-dire que tout un type de comédie romantique américaine joue à New York, j'allais dire, c'est un peu méchant, mais a tout à fait vu ce tournant Woody Allen et a intégré dans un genre avec, disons, beaucoup plus de formules au sens narratif, beaucoup moins avec des couches que ne l'est Annie Hall, dans un genre qui est narrativement plus satisfaisant, disons, pour le public, mais à intégrer des caractéristiques typiques de cette nouvelle façon de montrer les relations homme-femme. Alors je dis nouvelle façon, je suis en même temps entièrement consciente que c'est un certain milieu qui nous est montré, très très marqué, socialement aussi, hein. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est... Et Hollywood a réussi à en récupérer quelque chose sans garder la marque
trop forte du milieu qui est dans Annie Hall et qui est la marque de fabrique de Woody Allen. À savoir, c'est pour ça que quand on dit Woody Allen, il célèbre la ville de New York, c'est vraiment le cinéaste de New York. En réalité, il faut tout de suite préciser que c'est un certain aspect de New York, et j'allais dire géographiquement, si vous connaissez un peu la ville, vous avez vu à peu près, vous vous êtes repéré à peu près, c'est-à-dire en gros Upper West Side, Upper East Side. On passe à un moment dans Central Park. C'est pas des détails de décor, c'est extrêmement important le fait qu'il montre un certain aspect de la ville et que ce certain aspect de la ville correspond aussi avec un certain milieu, à savoir effectivement intellectuel, de gauche, de 30-40 ans, dans son cas juif, mais alors évidemment c'est thématisé dans le film. Ce qui est thématisé, c'est l'opposition, enfin le choc culturel qu'il y a entre la provinciale Annie Hall et lui, Alvy, né à Brooklyn. Bon. Je trouve du coup que Annie Hall est peut-être plus intéressant même sous cet aspect que Manhattan, où là on est vraiment qu'avec des intellectuels, des cultureux de Manhattan, puisque dans Annie Hall, Diane Keaton joue un rôle un petit peu de snob new-yorkaise qu'il va essayer de désnober, si on veut, tandis qu'ici, il est dans son personnage de Pygmalion. C'est-à-dire, ça revient d'ailleurs plusieurs fois. Alors, il y a tout l'aspect provincial, hein, toutes ces petites expressions, l'adida, etc., la façon dont elle s'habille, bon. Mais il y a aussi le fait qu'il lui dit « c'est moi qui t'ai appris la mort », quasiment. C'est moi qui t'ai appris la métaphysique. Et là, il y a, je pense, une part dans l'autofiction, une part d'autocritique. Et c'est quand même très singulier de faire jouer aussi à une femme avec qui il a été, à savoir Diane Keaton, qui est née de son vrai nom Diane Hall, hein, elle s'appelle Hall, dans la vraie vie, Diane Keaton, et ils ont eu plus qu'une relation, enfin ils ont été ensemble pendant plusieurs années, de à peu près 69 à, je sais plus, 73 ou 74, donc, et c'est elle qui joue. Alors, je dis autofiction parce que les choses ne sont pas du tout calquées exactement sur la réalité biographique, mais évidemment, c'est pas rien. Et il s'inscrit, Woody Allen, dans le sillage, par exemple, d'un Ingmar Bergman avec Liv Ullmann. Et il est très, très conscient de ça. Mais peut-être juste sur son rapport à la ville, je vous avais amené un petit extrait. Je ne sais pas si vous avez envie de le voir. Un petit extrait de Manhattan, et puis peut-être à suivre un encore plus bref extrait de Meurtre mystérieux à Manhattan, puisque en fait, au départ de Annie Hall, mais tu peux lancer. Je te laisse. On envoie les deux extraits à la suite. Ouais, à la suite. Okay. Parce qu'au départ de Annie Hall, avant qu'il y ait un scénario coécrit par Woody Allen et Brickman, là, on le voit au scénario, il y avait une idée de Woody Allen, un traitement, enfin voilà, une histoire, disons, et qui était plutôt, si j'ai bien compris, parce que je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu sur, mais je n'ai pas lu, il y avait une intrigue policière complètement absente là, de Annie Hall. Il y a vraiment... et bizarrement, donc au début des années 90, c'est quoi, 93 je crois, je pense, Manhattan Murder Mystery, Meurtre mystérieux à Manhattan, il va ramener dans sa filmographie Diane Keaton, et à nouveau c'est un couple, et on commence avec un couple. Donc peut-être on voit ces deux films qui sont pas du tout proches dans le temps, hein, donc 79 et 93. Pour Manhattan, ça n'est pas le début, c'est une promenade où ils sont tous les deux. Et par contre, pour Meurtre mystérieux à Manhattan, c'est juste le début du film. Alors, on a vraiment l'impression qu'on suit le même couple au cours des années, et notamment avec Manhattan Murder Mystery, avec en fait ce début où... Là encore, c'est sur la ville, hein, parce que le début, déjà, on entend la chanson de Nat King Cole, I Happen to Like New York, et puis ensuite, la discussion entre monsieur et madame,
c'est quand même, ok, je suis venu avec toi au Madison Square Garden pour le match, mais toi, tu as promis du coup d'écouter Wagner à l'opéra qui se trouve exactement au Lincoln Center, sur lequel finit Annie Hall. Hein, quand il y a le plan du café, le dernier plan de Annie Hall, où il dit voilà, on s'est séparés comme ça, elle est partie de ton côté, moi du mien. Ce qu'on voit en face, c'est le Lincoln Center, où il y a notamment l'opéra. Et je trouve intéressant que dans ce Manhattan Murder Mystery, c'est justement une intrigue, cette fois-ci, de remariage. C'est-à-dire qu'on débute avec leur couple, qui est quand même pas mal abîmé, on pourrait dire, pas mal séparé, en tout cas à travers la ville, à travers ces deux pôles culturels dans la ville, à travers le fait qu'elle le supporte, elle, assez mal, et qu'elle fait comme ça pour dire oui, ben, on s'en fout du hockey sur glace, et que c'est justement une intrigue policière qui va être l'enjeu d'un remariage possible de ce couple. Donc il est revenu à une structure narrative qui ressemble plus finalement à quelque chose de classique, de cette conversation permanente qu'ont les époux, que ce soit par la scène de ménage, par la dispute. Alors que, me semble-t-il, dans Annie Hall, il prend un risque qui est celui de l'ego, quelque part. D'appeler son film Annie Hall et de finir comme une sorte d'offrande avec ce qu'on appelle cette séquence de montage où il récapitule un peu les meilleurs moments avec cette femme. Mais en même temps, me semble-t-il, Annie Hall est quand même plus un film où un homme parle à la première personne et se dévoile lui, quitte à se montrer comme une sorte d'égotiste. Enfin, c'est vraiment voilà, il se révèle à ce moment-là plus égotiste que jamais, Woody Allen, et puis ça va être sa marque de fabrique, quoi. Mais en tout cas, ça m'intéressait de voir que finalement, il y a une sorte de palimpseste, donc le couple Allen Keaton dans New York, comment il s'inscrit dans la ville, y compris dans le choix de l'endroit précis de la ville, parce que ce qu'on voit dans Manhattan, par exemple, c'est Sutton Place, là. Je crois que c'est le pont de la 59e rue, donc complètement à l'est. J'allais dire, ça n'est pas non plus si typique que ça de ce qu'on voit quand on est dans Manhattan. C'est un endroit particulièrement romantique, préservé, si on veut, calme. C'est pas du tout New York tel qu'il était, ni tel qu'il est vraiment maintenant. Enfin, donc cet aspect-là extrêmement, j'allais dire épuré. Alors dans Manhattan, oui, c'est épuré, mais j'allais presque dire aussi purgé, hein, purgé de quelque chose qui est une forme de diversité qui existe dans cette ville. Et d'ailleurs, il y a toujours, à un moment dans les films de Woody Allen autour de New York, là, Harlem qui est mentionné. Alors là, vous vous souvenez, c'est dans le flashback avec les parents, où le père dit « mais t'aurais jamais dû renvoyer la bonne, mais elle a volé, mais elle est de Harlem, elle est noire, etc. » Il y a la mention de l'autre, d'un autre qui ferait partie de New York, mais cet autre-là n'est pas vraiment vu, quoi. Donc c'est quand même une vision de New York très centrée sur un milieu. Alors certes, ce milieu est critiqué, il y a une satire, mais en même temps, il est critiqué avec une forme de complaisance, puisqu'il est quand même mis en valeur dans Annie Hall en étant opposé à l'enfer californien. Hein, c'est vraiment très très polarisé, avec toutes les blagues sur la Californie, comme étant la Californie le lieu de la surface, en fait, comme étant la ville de Los Angeles n'est que pure étendue, hein, et pas du tout verticalité comme New York. Et du coup, on a l'impression que cette donnée géographique fait que tout le monde y est forcément superficiel, y compris quand les gens parlent de culture avec cette scène de la fête. Voilà. Et donc, forcément, une ville de pure surface comme est Los Angeles, forcément, atteint la peau. Hein, et mourra de ça, c'est-à-dire qu'on mourra d'un cancer de la peau. Il y a toutes ces allusions de la part de Woody Allen roux à la dangerosité du soleil californien, et au fait que, voilà, avec l'ami qui met son truc aussi pour se protéger bêtement des rides. Donc voilà, cette opposition de surface et de profondeur, certes, il y a une critique du milieu intellectuel new-yorkais, mais je dirais qu'elle est quand même très
très limité, enfin très, très modéré, et qui a surtout une affection, me semble-t-il, pour ce milieu, et le fait qu'on lui attribue une profondeur métaphysique voilà, qui est elle-même critiquable. Enfin, il me semble que l'attitude de Woody Allen peut elle-même susciter la critique. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'en plus, je vous avais dit que je parlerais de forme, et puis j'en viens quand même à au contenu aussi. Mais la forme continue de me plaire dans sa diversité, et aussi dans la diversité de ses influences. Je disais qu'il y avait ce truc de l'aparté, mais vous vous souvenez qu'il travaille aussi le split screen, par exemple. On est quand même l'année de Star Wars et de Rocky, hein, juste pour situer le paysage, disons, du cinéma industriel. Et c'est ce film-là qui va avoir aux Oscars meilleur film, meilleur scénario, meilleure actrice, Annie Hall. Donc et pour ce qui est donc des petites trouvailles formelles, je disais le split screen. Ce qui m'amuse, c'est pas tant qu'il utilise le split screen. On pourrait dire que De Palma, voilà, ou d'autres l'utilisent de manière beaucoup plus grandiose, à peu près à la même époque. Mais c'est que, par exemple, il y a les deux occurrences. C'est-à-dire qu'il y a une fois où le split screen fait rire parce que, en réalité, ça communique. Vous vous souvenez ? C'est dans la scène où les deux parents des deux classes sociales et des deux milieux ethniques opposés se répondent l'un l'autre tout à coup. Les deux scènes de dîner, donc les Hall et les Singer qui se parlent d'un morceau de l'écran à l'autre. Et puis il y a le split screen qui, j'allais dire, là on entend le mot split, hein, se séparer, et qui là est le split screen de la rupture, puisque chacun confie à son analyste sa frustration par rapport à l'autre dans le couple, et de toute façon l'idée que voilà, ça ne marche plus, et que sexuellement ça ne marche plus, etc. Et là, le split screen, personne n'entend l'autre. Il est effectivement étanche. Donc en fait, voilà, c'est plutôt la façon dont il utilise ces petites fantaisies de mise en scène qui est peut-être un tout petit peu plus subtil que simplement un geste comique ou un effet, on pourrait dire. Il y a aussi par exemple le moment où elle se lève, où le fantôme, enfin le double d'Annie se lève du lit quand elle a l'air de s'ennuyer pendant l'acte sexuel, puisque Alvy lui a interdit de prendre de la drogue, et où simplement elle dit ensuite, celle qui est restée dans le lit, tu as mon corps, et que nous on a vu se lever l'autre partie, donc peut-être son âme. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un effet surprenant, presque gratuit, presque de ce tout petit fantastique à la petite semaine, et à la fois, il dit quelque chose de terrible et de tragique. Et à chaque fois, ça touche une forme de division, de rupture, comment on pourrait dire, de clivage, enfin tous ces mots-là de la séparation. Et voilà, que ce soit le split screen, que ce soit le dédoublement d'Annie, on en vient toujours à cette thématique de la rupture. Et c'est pour ça aussi que voilà, on passe ce film dans cette série des comédies romantiques. Et une spectatrice disait, mais ça me fait penser à Quand Harry rencontre Sally, mais à ce moment-là, ce serait quand Harry rencontre Sally, mais à chaque fois, il la repère, quoi. Insister sur le moment de la rupture. Et finalement, dans sa construction même, ce film Annie Hall ne fait que nous redire, je ne sais pas si ça vous a frappé, il nous dit plusieurs fois qu'ils se sont séparés. Alors que si ça avait été linéaire, on aurait eu une histoire d'amour, voilà, le début, le milieu, la fin. Telle qu'il l'a construite, il nous est dit plusieurs fois qu'ils se sont séparés. Et il y a une forme de mélancolie, bien sûr, à ne pas arriver à tout à fait refermer c'est quelque chose qui s'est brisé. Donc là où je trouve ça finalement moins complaisant que ce que l'ego alénien pourrait suggérer, c'est que c'est cette espèce de bégaiement narratif qui fait que je trouve que cet ego, il est entamé par la rupture qu'il raconte.
Il n'arrive pas vraiment bien à le récupérer, je dirais, pour en faire une histoire, soit une histoire drôle, soit une histoire littéraire, soit une histoire... voilà, on sent que quelque chose dépasse ce que l'artiste peut en récupérer, puisqu'il nous montre l'artiste en récupérateur en chef quand même. Il nous le montre pour sa première pièce, citant exactement des choses de la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il reprend dans tous ses films, où les gens lui reprochent, dans Harry dans tous ses états, par exemple. Des gens lui reprochent de raconter de manière autobiographique, à peine transposée, ce qui leur est arrivé intimement dans leur couple. Ça, c'est quelque chose de récurrent dans toutes les autofictions, où le personnage se voit voué aux gémonies par les gens qui se sentent trahis, parce qu'il a raconté son intimité à lui qui impliquait l'intimité des autres, bien sûr. Mais je ne sais pas si vous avez des remarques, soit sur la forme, soit peut-être sur la façon dont Woody Allen a évolué. Parce que vous vous souvenez qu'ensuite, ces petits gestes-là, un petit peu fantastiques qu'on voit dans le film, pareil, l'aspect film d'animation avec la parodie de Blanche-Neige de Disney ou d'autres moments, ça va être mis au centre de ces films avec, par exemple, La Rose pourpre du Caire. Donc beaucoup plus tard, ou Alice, où elle devient invisible, où elle peut voler au-dessus de New York, etc. Donc là, il va beaucoup plus loin dans ces films-là, beaucoup plus tardifs. Mais, me semble-t-il, ça devient justement ça devient le centre du film. Alors que là, c'est vraiment par petites touches. Et ce que dit son scénariste, Marshall Brickman, il dit que lui, Brickman, essayait toujours de revenir vers le côté plus chronique, réaliste, et que Woody Allen, quand il fallait terminer une scène ou quoi, disait non, on n'a qu'à dire qu'il ouvre la fenêtre puis il s'envole. Voilà. Et donc bizarrement, c'est pas Woody Allen qui le ramenait vers le côté vie quotidienne tel qu'il peut le raconter quand il est comique. Non, c'est lui qui plantait à chaque fois ces petites choses fantastiques. Et finalement, on peut dire qu'il s'est lâché dans les années 90-2000 en faisant à chaque fois des films avec de la magie. À mon goût, il est allé trop loin, mais je sais pas forcément un goût. En revanche, il y a un film dans lequel ce qu'on voit ici est développé et amené à un point qui me semble une apogée très drôle, et c'est un film qu'on voit assez peu, et c'est le segment que Woody Allen a signé dans New York Stories, est-ce que vous l'avez vu, qui s'appelle Le complot d'Oedipe. Oedipus Rex, c'est un jeu de mots, Rex avec un W et non pas avec un R de Rex. Le complot d'Oedipe au lieu du complexe d'Oedipe. Vous vous souvenez que dans Annie Hall, il y a ce personnage de Grammy Hall, la grand-mère antisémite par excellence. Et qu'il y a ce plan assez furtif où elle le voit comme un juif orthodoxe avec les paillotes et la barbe et tout ça. Et bon, plan évidemment comique sur la façon dont cette femme le voit lui puisqu'il est juif et qu'elle est wasp. Et bien finalement, cette sorte de paranoïa de comment les autres me voient et comment comment leur regard m'écrase, c'est quelque part transposé dans quelque chose de beaucoup plus central et profond, puisque c'est le complexe d'Oedipe, dans le complot d'Oedipe, puisque lors d'une séance de cirque, il y a un magicien qui prend la mère de Woody Allen dans la salle, comme cobaye, comme ça se fait dans les tours de magie, et elle disparaît. Alors déjà, c'est drôle, parce que comme c'est une mère abusive, voilà, il en est enfin débarrassé. Sauf que là où ça devient plus drôle et plus inquiétant, c'est qu'elle réapparaît, nous sommes à New York évidemment, et elle réapparaît en énorme tête, en fantôme, mais dans New York, et qui surveille tous les faits et gestes, et notamment les faits et gestes amoureux de son fils. Et qui devient, comme le dit le maire de New York, qui apparaît en vrai dans le film, Ed Koch, il dit c'est devenu une réalité de la vie new-yorkaise, quoi. Elle est là, Sadie Milstein, elle est avec nous et tout ça. Et donc elle fait partie du paysage. Et donc c'est pas Big Brother, c'est pas Big Brother is watching you, c'est vraiment Big Mother. Et donc il est là et il est coincé parce que cette mère, elle voit tous ses faits et gestes.
Et voilà, et là on avait juste le personnage de la grand-mère qui tout à coup lui jette un œil noir parce qu'il a du mal à manger son jambon, voilà, parce qu'on lui sert du jambon alors qu'il est juif, mais ça prend des proportions épiques plus tard chez Woody Allen. On peut soit apprécier, soit trouver qu'il est allé trop loin, mais en tout cas, il tire un petit peu le même fil. Est-ce qu'il y a des remarques ou des... J'ai le micro, s'il y en a qui veulent intervenir. Ça vous inspire pas spécialement? Non, moi, du coup, si je peux, je voulais juste dire un petit mot sur la forme, justement. Parce que, personnellement, j'ai toujours un peu de mal, en fait, avec la forme, justement, chez Woody Allen. Dans le sens où elle serait faible. Oui, c'est ça, mais je sais pas, parce que typiquement, comme on a vu le Billy Wilder la semaine dernière, après, je sais pas, c'est peut-être pas sympa de comparer, mais dans le sens où il y a vraiment on sent qu'au niveau de l'image, il y a quelque chose d'extrêmement tenu, en fait, et que là, j'ai l'impression que même s'il y a de l'inventivité formelle, avec les split screens, etc., j'ai toujours ce sentiment que c'est vraiment pas sa préoccupation première, en fait, l'image. Alors peut-être que je lui demande de faire des belles images et que c'est pas du tout pertinent, je sais pas. Mais j'ai l'impression que quand il a fait des films avec des belles images comme Manhattan, j'avais pas l'impression que ça venait de lui, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'était voilà, et bon, et finalement, j'ai envie de dire, peu paradoxalement, je préfère du coup Annie Hall. Bon, je sais pas. On balance toujours entre les deux. On peut aussi ne pas aimer les deux ou autre. Mais moi, je pense au contraire que Manhattan, c'est vraiment lui qui veut faire ces belles images. Justement parce qu'il se prend au jeu de la grandeur de la ville, de la grandeur du cinéma, de la grandeur etc. Et donc, voilà, c'est cohérent avec ce qu'il cherche à faire et à dire, y compris à dire de lui-même. Et on le voit dans le petit extrait que j'ai montré, où ils sont un peu plus adultes, les deux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, montrer le même couple qui se re-rencontre, ça permet de remettre une sorte de distance, parce qu'à chaque fois, c'est l'histoire d'une intimité qui est donnée. Et là, on l'a vu dans l'extrait de Manhattan, ils sont quand même beaucoup plus... vous me parlez de mon divorce, mais on vient juste de se rencontrer. Voilà. Donc ça permet aussi je trouve, de changer de registre quelque part, alors qu'on a quasiment les mêmes psychologies à l'œuvre. Alors juste sur l'image, le fait que ce ne serait pas sa préoccupation première, oui, ça, je pense que ça n'est pas... je vois pas pourquoi l'image serait plus importante que d'autres aspects, au fond, ouais. Effectivement, de la mise en scène pour lui. Il y a quand même le fait que, et ça, on s'en rend pas forcément compte si on voit pas des films de cette même époque, du milieu des années 70, mais clairement, il y a beaucoup moins de plans dans Annie Hall que dans n'importe quel autre film de l'époque. Et donc, la première préoccupation au niveau de l'image, c'est que les plans soient assez longs. Et donc, effectivement, on suit les personnages, on suit des acteurs en train de se dire leur réplique assez longtemps. On a assez peu de scènes où c'est des chants contre chants quand il y a un dialogue. C'est-à-dire, l'un dit quelque chose, l'autre écoute ou répond. Et donc ça, c'est quelque chose de difficile à tourner. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez renoirien, on pourrait dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est à la fois plus facile pour les acteurs parce qu'ils ont envie de jouer sans qu'on leur dise toujours couper, mais c'est à la fois pour le directeur de la photo, il faut être très fort aussi. C'est-à-dire et pour le metteur en scène, il faut savoir quel parcours on va faire. Il y a un exemple dans Annie Hall, c'est par exemple quand les deux copains se parlent au début, la première fois qu'ils l'appellent Max. Et en fait, on ne sait même pas qui parle au début. Et en fait, ils arrivent du fond du plan, vous vous souvenez, dans la rue. Et la conversation avance, on les entend, mais on ne les voit pas tout de suite. Alors j'y vois peut-être aussi une critique un peu amusée de Woody Allen pour les films dans lesquels on voit des gens très très loin et on les entend tout près du micro. Je pense qu'il a une réflexion sur ce qui était en train d'arriver avec les ingénieurs du son, avec les micros, où on entendait très très bien des trucs qui en fait devaient être beaucoup plus... Il n'y avait pas de profondeur de champ sonore. Ça commençait déjà, ça. Le problème du manque de profondeur de champ sonore, tellement on peut entendre les choses de près. Mais indépendamment de ça, ça donne quand même une dynamique et une profondeur, et surtout un rapport piéton
à la ville. Et c'est quand même au centre du film. Le fait que le rapport à la ville de New York, il doit passer par la déambulation à pied, et que l'amour, il doit aussi passer par le fait d'arpenter la ville à deux. Il me semble que c'est capital, et c'est pour ça qu'il dit quand il est en Californie, mais mes pieds n'ont pas encore touché le trottoir. C'est grave, je veux dire. C'est pas seulement que les gens de la côte ouest vont devenir gros parce qu'ils conduisent au lieu de marcher. C'est que tout ça est lié à la forme de la ville et du coup aussi à la cour qu'on ne peut pas se faire, enfin, et au fait qu'on n'a pas ce rapport à la ville à deux, quoi. Donc voilà, je m'éloigne de cette question forcément de l'image, mais je pense que c'est la première donnée formelle de cette période-là, en tout cas du cinéma de Woody Allen, et en général sans doute de tout son cinéma, c'est que les plans sont suffisamment longs pour qu'il y ait un déroulement de quelque chose qui se passe entre les acteurs et qui se passe entre l'acteur et la ville, quoi. Donc ça, c'est la première donnée formelle, et elle est pas très voyante, effectivement. Oui. J'ai envie de dire qu'il est très doué. Qu'il est Qu'il est très doué, très créatif. Mais est-ce que le contenu, c'est pas que du snobisme? Ah, ben voilà. Le contenu est... Ouais. Moi, je le dis pas parce que dès que je sens qu'il y a que du snobisme, Ah oui, l'écriture est très douée, très douée, très douée. Et une simulation d'intimité, alors qu'il ne parle pas de rapport humain. C'est des airs. Alors, il y a deux choses un petit peu différentes quand même. Si j'oublie la deuxième, elle est très importante. Mais sur le snobisme, ça c'est un grand dossier, le snobisme, parce que il faudrait le définir, mais il y a quand même l'idée, je pense, dans le snobisme, de vouloir appartenir à un groupe, une classe, un milieu. Voilà. Il me semble que c'est un peu ça le snobisme, vouloir en être, quoi. Vouloir en être. Et autant, je suis d'accord, et je l'ai moi-même souligné, le film regorge de ces références dont la plupart nous tombent à côté. Et on a l'impression qu'il ne peut pas s'empêcher d'en rajouter une, et une autre, et une autre, et une autre, et un nom propre, et un autre, etc. Autant, il me semble que c'est à tel point que ça devient autre chose que du snobisme. C'est-à-dire que ça fait système, et pas seulement pour faire exister, comme je disais, c'est une dimension, pour faire exister un milieu dans son côté, dans le tissu complexe que c'est, un tissu urbain et une culture urbaine et cinéphile que peut être New York. On voit les cinémas, ils ont tous fermé, ceux-là, d'ailleurs, ceux qu'on voit, où on voyait le chagrin et la pitié. Bon. Autant, je pense que ça participe au contraire de ce qu'il essaye de dire, de sa difficulté d'adaptation, enfin à s'ajuster. C'est pour ça que je pense que c'est pas uniquement complaisant de dire ah mais moi j'ai grandi comme ça, j'étais un petit rouge, etc. Je pense qu'il dit quelque chose vraiment, sincèrement. Peut-être c'est pas drôle mais de son inadéquation intime, quoi. Donc et du coup, le snobisme est impossible quelque part. C'est-à-dire qu'il critique autant le snobisme qu'il ne le vit existentiellement, quoi. On est toujours me semble-t-il, dans le côté inassignable de est-ce qu'il veut faire partie de ce milieu-là, ce type-là, ou est-ce qu'au contraire, il en souffre, il souffre d'être parmi eux. Et ça, c'est peut-être encore plus marqué dans Manhattan, parce que le personnage Mary, joué par Diane Keaton, sait beaucoup de choses et est une New-Yorkaise tout à fait lettrée. Enfin, c'est une critique d'art, dans mon souvenir. Ils vont au musée, etc. Et lui se sent... bon, il a beau être écrivain, il est à égalité quelque part. Tandis que là, on voit qu'il y a encore le truc de Pygmalion. Elle vient de sa province, voilà. Et c'est seulement à la fin qu'elle lui échappe et que finalement, tous ces livres sur la mort, bah tiens, tu peux les reprendre, ça me soulagera. Donc, je trouve qu'il se montre quand même comme étant potentiellement toujours exclu et non pas comme étant quelqu'un qui voudrait vraiment en faire partie, quoi. Mais je suis d'accord que c'est toujours tangent. Parce que le film produit de l'exclusion en étant fait de toutes ces références. Il nous exclut aussi, quelque part. Il nous inclut, mais il y a plein de références qu'on n'attrape pas et qui... Voilà.
Donc moi, il est entre les deux. Après, sur cette question de dire, on voit beaucoup de situations, je pense que c'est ça que vous... Dites-moi si c'est pas ça. On voit beaucoup de situations sexuelles, il y a beaucoup de scènes de chambre, en fait. Les scènes de chambre s'enchaînent d'une femme à l'autre. Par exemple, il y a la première rencontre avec Allison, la première femme, celle qui travaille pour la télévision mais qui fait une thèse, là. Et puis, cut, et ils sont au lit, et on croit que c'est juste après, qu'ils viennent de tomber amoureux et de se suivre l'un l'autre. En fait, non, c'est des années après. Et c'est déjà la fin de leur histoire. Et on a l'impression que les histoires finissent au lit plutôt qu'elles n'y commencent. Mais il me semble que vous disiez qu'on a beau montrer des situations d'intimité, promiscuité physique, en fait, est-ce qu'on montre pour autant le sentiment? C'est ça que vous disiez ou pas? Non. Voilà. Et ça, me semble-t-il, c'est ce que... J'allais dire, c'est ce que traite le film, mais c'est pas un traitement. C'est ce que le film, à mon avis, veut montrer, peut-être qu'il y échoue, à savoir, elle lui dit à un moment, mais tu n'es pas très à l'aise avec les émotions, tu n'es pas très émotion, toi, comme personne. Et puis à un autre moment, elle lui dit, tu es comme New York, tu es une île. T'es replié sur toi-même, tu es une île. Alors évidemment, comme il n'y a que des dialogues et que un truc s'enchaîne après l'autre, ça noie ce genre de phrases. Et on se demande s'il ne fait pas exprès de les enfouir. Parce que c'est pas glorieux de ne pas pouvoir toucher à ses propres émotions. Mais il me semble que le film montre quelqu'un qui a de la difficulté à ressentir. Et quand il y a l'un des... tropes, l'une des figures obligées presque de la comédie amoureuse arrive, à savoir le moment où on se dit « je t'aime, je t'aime ». Vous vous souvenez ce qui se passe? C'est elle qui dit « I like you, I really like you hein, ». Hein. Et ensuite, c'est « ah oui, mais la question », lui dit, la question clé, c'est « est-ce que tu m'aimes ?» Et puis après... Et c'est vraiment un match de tennis, parce qu'en face, c'est « oui, mais toi, est-ce que tu m'aimes ?» etc. Pour finir par « ah oui, mais bien sûr que je t'aime ». Sauf que quand on dit « of course, but of course I love you », vous reconnaîtrez que c'est pas du tout pareil que si quelqu'un, de but en blanc, vous dit « I love you hein. ». Donc, je crois que le film montre ça, que c'est des gens qui n'arrivent pas à avoir l'impulsion nécessaire de dire « je t'aime ». Ils l'ont pas, donc ils la disent pas, ils le disent pas. Et ils la noient sous des dialogues, sous des considérations snobs, justement, enfin, de la conversation culturelle. Mais ils le montrent, ça. Il me semble qu'ils le montrent, que le film montre la difficulté à toucher aux nerfs émotionnels, quoi. C'est là où c'est presque frustrant de voir que Woody Allen a mangé du film classique, qu'il a adoré la période classique. Je suis sûre qu'il doit adorer Elle et lui, qu'on a passé ici, de Léo Macaré. Sauf que dans ces films-là, il y a une façon de rendre solennel des moments où, à un moment, l'émotion, elle doit être dite ou elle doit être signifiée d'une façon nette. Et c'est ça qu'on n'arrive plus à faire, quoi. Et c'est ça qu'on n'arrive plus à faire avec Woody Allen, à mon avis, avec déjà Wilder. Mais peut-être qu'il y a la même tradition aussi d'humour juif qui parcourt à la fois Wilder et le cinéma de Woody Allen. Mais moi, je crois que Annie Hall est là-dessus. C'est ça, en fait. On peut regretter que ça ne le montre pas, mais il me semble il en fait état de ça. Et tous ces gens qui font des thèses sur des trucs dans ces films, que ce soit Dostoïevski, le crime, etc., des cours de fac et des thèses, tout ça étant à chaque fois une espèce d'écran. Hein, ils font des thèses sur des trucs très, très grandiloquents, mais très, très importants. Mais par contre, voilà, vous avez raison que le nerf sentimental est justement ce qui est difficile à mettre à vif, quoi.
sur cette note absolument triste. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques ou questions. On n'est pas obligé d'être d'accord avec le fait que c'est de ça que ça parle. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que dans le cinéma classique, on sait de quoi il s'agit. Et il me semble que dans Annie Hall, est-ce que c'est un égotiste? Est-ce que c'est un comique? Est-ce que c'est sur New York? Est-ce que c'est sur la relation entre deux personnes et son impossibilité? Évidemment, on peut dire que c'est tout ça, mais c'est beaucoup plus insaisissable. J'aime beaucoup son humour, j'aime beaucoup ses dialogues. J'adore ce film, j'adore Diane Keaton, j'adore leur relation et dans leurs films et leurs relations personnelles. Bon, c'est un peu imbriqué, comme vous l'avez dit. Je trouve qu'à la fois, j'adore son humour, j'ai beaucoup ri, je crois qu'on m'a entendu. Et en même temps, je trouve qu'il a un côté très pathétique parce que Woody Allen, que ce soit le personnage ou lui, Woody Allen, je pense que c'est un grand amoureux, mais qui a tellement de difficultés avec lui-même qu'en fait, effectivement, on a constamment l'impression qu'il est il est nostalgique, il est dans des ratages. Enfin, en tout cas, dans ce film, on a vraiment l'impression que cette Annie, il l'aime, même si c'est pas lui dire, il l'aime. Et moi, je trouve que la dernière scène, elle est vraiment, pour moi, elle est triste et pathétique parce que je crois vraiment profondément qu'il aime et qu'il ne sait pas l'aimer. Et elle, j'ai l'impression aussi qu'il a voulu dire que... Alors, il faut aussi faire la différence entre l'amour et l'attachement. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, je pense que dans une relation de couple, ce qui est difficile, c'est que l'attachement reste là, et faire la différence entre l'amour et l'attachement, ça devient compliqué. Et j'ai l'impression qu'il parle un peu de tout ça. En tout cas, dans Manhattan Murder Mystery, on le voit dès le début, effectivement. Et comment dire... moi, j'aime beaucoup la manière dont Woody Allen parle du couple dans presque tous ses films, et le rapport qu'il a aux femmes, et l'humour. Et cet humour en dit tellement. Il y a des choses qui sont effectivement du pathos, de la difficulté à vivre. D'ailleurs, il parle de la mort, il achète des livres sur la mort, il parle des misérables, et j'arrive pas à retrouver le terme. Il y a deux classes pour lui, il y a les misérables et les horribles et misérables. On sent qu'il a une difficulté à être. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que ce milieu, soit on accepte de rentrer dedans et de le découvrir, et moi j'en fais pas partie, mais ça m'intéresse quand même. Évidemment, c'est pas du Zola, hein, mais c'est intéressant de rentrer dans un milieu qu'on ne connaît pas. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il sait en parler, et il sait aussi bien le critiquer que aussi nous le faire admirer. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il est à la fois, comme vous disiez tout à l'heure, il est dedans et dehors. Oui, parce qu'on est toujours le snob de quelqu'un. Voilà. Et c'est comme ça dans le film que fonctionne le rapport avec les gens de la musique, du monde de la musique de Californie. Puisqu'il critique tout le monde à la fête, enfin il critique tous ces Californiens l'un après l'autre, tout le monde y passe, mais quelque part, dans Central Park au début, tout le monde y passait aussi. C'est-à-dire que c'est le passage en revue de stéréotypes, mais y compris lui-même en tant que stéréotype. Oui. Cela dit, à un moment, ça fait tellement système que j'oscille toujours à trouver ça complaisant. C'est peut-être aussi ce que tu disais par rapport à Woody Allen, ce qui peut agacer. Oui. C'est-à-dire que le stéréotype a bon dos, et à un moment, il faut pouvoir, en tant qu'artiste, en tant que cinéaste à part entière, dépasser ça. Enfin, il me semble que le dernier plan de Annie Hall, donc avec la caméra qui cette fois-ci ne suit plus les gens qui marchent, alors qu'avant, justement, il y avait encore de l'espoir dans le couple si on pouvait les voir marcher ensemble. C'est vraiment he lets her go, hein. Il la laisse partir. Il la laisse partir. La caméra reste dans le café et puis on voit l'extérieur, mais
on voit les deux personnages qui s'en vont, mais on a bien l'impression que la caméra, c'est quand même celui qui raconte. Et moi, ce plan, il me fait plutôt penser, alors là, plus du tout à Bergman et à cette question du couple, parce que ce qu'il y a d'hérité aussi de Bergman, c'est la saloperie de l'homme, en gros. C'est-à-dire, c'est vraiment l'homme qui se sait animal masculin et qui ne sort pas de cette sorte de solipsisme. Comment en sortir de ça dans le couple, voilà. Moi, le dernier plan, il me fait plutôt penser à Ozu, bizarrement. Où il y a souvent, si vous avez vu des films d'Ozu, des plans justement de bar aussi, de café ou d'intérieur de maison qui se vident. C'est-à-dire que on ne suit pas les personnages, on reste dans ce décor qui est vide. Et comme par hasard, les films d'Ozu, très souvent, alors souvent on les confond tellement, ils ont des intrigues semblables, mais à chaque fois c'est un délice de voir un nouveau... Et c'est très souvent des intrigues de comment on laisse partir quelqu'un. C'est-à-dire comment on arrive à accepter de laisser partir quelqu'un. Et ça peut être souvent c'est un enfant qui est devenu grand, qui quitte la maison. Et comment pour les parents accepter qu'il faut qu'ils vivent leur vie. C'est souvent ça. Mais en tout cas, ça se traduit dans le plan, par un plan qui se vide. Et il me semble que c'est comme ça à la fin de Annie Hall. Et que là, pour le coup, il s'est surpassé. C'est-à-dire que le personnage, en tout cas, cet personnage d'autofiction, qu'il soit vrai ou faux, de Woody Allen et d'Al Wissinger, là, il fait un geste un petit peu au-dessus de ce qu'il a fait pendant tout le film, à savoir accourir quand elle appelle, puis lui dire t'exagères, il est 3h du mat et tu m'appelles pour des araignées. Bon, c'est cette espèce de jeu de yo-yo tout le temps. Là, il y a autre chose, et ça passe par la forme, pour le coup. Ça passe par l'image, et ça passe par cette fin qui est formellement, du moins, assez inattendue dans sa sécheresse. Oui, puis sans musique, avec le générique qui défile. Sans dialogue, ce vide en fait. Et à propos des villes, ce que je trouve aussi intéressant dans ce film, c'est qu'effectivement, pour être allé dans les deux, j'ai eu la chance d'aller, pas à Los Angeles, je suis allée en Californie. Je trouve que l'opposition est vraiment bien montrée, c'est-à-dire que New York et puis une ville de Californie, que ce soit Los Angeles ou San Francisco, mais surtout Los Angeles, je pense. C'est deux mondes complètement différents, opposés, et vraiment, je trouve qu'il le montre bien. Ça, oui, tu vas aller à Los Angeles, mais voilà, on a l'impression qu'il va quitter toutes ses références et qu'il a beau être américain, s'il n'est pas à New York, il ne sera pas bien, quoi. Donc, oui, alors vous vous souvenez, il dit « It's like living in Munchkin Land ». C'est comme vivre... au pays des Munchkins, qui sont c'est une référence au magicien d'Oz. Oui. Quand Dorothy arrive et qu'il y a tous les petits Munchkins qui sont là. Et c'est vraiment dire que c'est une ville fabriquée, créée de toutes pièces sur le désert, ce qui est vrai. Mais évidemment, dire ça de Los Angeles, c'est pas rien quand on est cinéaste, parce que c'est quand même la ville de Hollywood. Alors là, c'est transposé parce que c'est le monde de la musique, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on est... Et d'ailleurs, en 80, 3-4 ans après Annie Hall, tout le monde était passé de l'autre côté. C'est-à-dire que tout le monde vraiment du cinéma, de l'industrie du cinéma, mais pas seulement des gros blockbusters, de tout, était... Et d'ailleurs, à cette époque-là, Martin Scorsese, à qui on ne peut pas reprocher de ne pas être new-yorkais, il est très, 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 très new-yorkais de naissance et de culture, et dans ses films, il habitait déjà, il vivait déjà de l'autre côté. Donc c'est un peu comme Chaplin qui est passé très très tard au son. Il y a une résistance là qui pose quand même problème, qui n'est pas juste quelque chose d'objectif entre West Coast et East Coast. Il y a quelque chose de l'ordre du rapport au cinéma et à l'industrie du cinéma. Parce que Scorsese fait Mean Streets. C'est quand en 71, et en fait la moitié de Mean Streets qui se passe vraiment en plein dans le village où il a grandi, dans Little Italy, avec une fête folklorique, Little Italy qui est montrée et tout, mais tout le reste des plans, ça fait semblant d'être à New York, mais c'est tourné à Los Angeles, parce que lui-même il a déjà déménagé. Voilà.
Donc c'est ça aussi, c'est qu'il s'est fait un peu dernier des Mohicans, quoi. Donc ce que lui dit l'ami par rapport à la musique, faut aussi l'entendre par rapport au cinéma.